Bah, écoutez, trop contente de vous accueillir encore aujourd'hui pour un nouveau Maestrix. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Christelle, qui est alumni d'un programme Maestro, du programme en temps plein, le bootcamp sur 7 semaines. C'est encore plus chouette d'avoir voilà, une alumni qui peut venir partager son expérience de product owner. Et juste avant de laisser Christelle se présenter et puis qu'on puisse attaquer ensemble la thématique du jour, pour les personnes qui sont là pour la première fois avec nous, je voulais un peu vous redire où est-ce qu'on est aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on organise ce webinaire. Donc, vous êtes chez Maestro. Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. Et on organise toutes les semaines des Maestrix, qui sont des webinaires de 45 minutes à 1 heure pour attaquer un sujet spécifique d'un métier du produit ou de la tech. Ça peut être comme ce qu'on fait aujourd'hui sur le rythme de travail de product owner en remote. Ça peut être sur une méthode spécifique des métiers du produit. Ça peut être sur un outil. Ça peut être sur un retour d'expérience. Enfin voilà, les sujets sont assez variés. Le but, c'est d'interviewer une personne et de lui poser plein de questions sur sa manière de travailler, de se rendre compte le plus possible comment c'est sur la réalité du terrain et évidemment de pouvoir repartir un peu avec un peu complètement même avec des apprentissages et des conseils et pouvoir les appliquer nous derrière dans notre job au quotidien. Les Maestrix, donc c'est toutes les semaines, comme je disais. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, la semaine prochaine, on accueille Jonathan Sabat pour avoir un peu sa méthode pour faire des specs de A à Z. Donc voilà, si les thématiques vous intéressent, on vous enverra de toute façon toutes les infos pour rejoindre les prochains. Et là, j'aimerais bien savoir un peu qui est connecté avec nous. Donc, est-ce que vous pouvez nous mettre, on va vous envoyer un sondage, ouais, c'est ça. Vous avez un petit sondage qui vient d'apparaître dans l'onglet en bas à droite. Et vous pouvez sélectionner de quel team vous faites partie. Comme ça, on se rend compte un petit peu qui est connecté avec nous. Je vous laisse mettre. Hop là, ça se remplit. 50% de PM pour l'instant. Quelques freelances, OK. Majoritairement des PM. Un peu de team market, un peu de team sales. Ah ouais, je vois l'exemple. Ah, ceux qui mettaient autres, n'hésitez pas à nous dire dans le chat de quel team vous faites partie, comme ça on peut se rendre compte aussi. Mais bon, je vois grosse majorité de PM et de freelance. Freelance aussi, n'hésitez pas à nous dire du coup si vous êtes bien freelance dans le produit ou sur un autre métier. Et donc, pour revenir sur Maestro, qui est l'école du produit et de la tech, nous, on construit, on propose des formations pour les profils produits avec une pédagogie qui est basée à 80% sur la pratique, parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'on apprend, que c'est en faisant en fait qu'on va se rendre compte de nos difficultés et de nos facilités aussi, et qu'on va mieux réussir à faire les fois suivantes. Donc, c'est un apprentissage par la pratique. Ici, je vous ai remis un peu nos programmes. Je ne vais pas forcément aller dans le détail, peut-être juste sur Product Manager, qui est du coup le programme qu'a fait Christelle et qui pourra peut-être vous en dire 2 mots après. Il existe en 2 formats. Un format intensif sur 7 semaines, donc c'est du temps plein, c'est du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 tous les jours pendant 7 semaines, avec le matin de la théorie et l'après-midi des cas pratiques concrets sur lesquels vous travaillez. Et il y a un deuxième format avec un programme qui a les mêmes objectifs, qui est par contre en cours du soir, pour être compatible avec un emploi du temps, avec quelqu'un qui est en emploi, ou pour les personnes qui ne sont pas sur Paris, qui ne peuvent pas se rendre sur Paris, qui est sur 14 semaines, donc étalé sur 14 semaines. Et c'est des rendez-vous les mardis et les jeudis soirs, de 18h à 21h. Et en plus, vous avez une plateforme de e-learning avec des sessions. Et comme ça, les heures où vous vous connectez les mardis et les jeudis, c'est vraiment dédié à des cas pratiques. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est le but, c'est de pratiquer, c'est de s'entraîner directement. Les prochaines rentrées de ces programmes, on en a eu le 6 avril pour la formation au cours du soir. Et on a aussi la formation en no-code que je n'ai pas forcément détaillée, mais si ça vous intéresse, en tout cas, vous pouvez contacter Blandine, qui est connectée avec nous dans le chat, et qui se fera un plaisir de vous donner un peu plus d'infos et puis surtout d'échanger pour voir si effectivement ça correspond à vos besoins, à votre profil, à vos envies, à vos attentes, à vos objectifs pro, finalement. Et je redonne tout de suite nos prochains rendez-vous. On est hyper actifs sur LinkedIn grâce à Shana qui est dans le Slack avec nous et qui publie énormément d'updates sur
sur les promos en cours, sur notre école, les nouveautés, etc. On a le Meetup, comme je vous disais tout à l'heure, si ce type de talk vous intéresse, c'est toutes les semaines. Évidemment, il y a le site internet avec toutes les infos. Et maintenant que j'ai bien parlé, je vais te laisser, Christelle, revenir un petit peu sur ton parcours et voilà, nous expliquer tes précédentes expériences et surtout nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, ton rôle chez EBP Informatique. Ok, bon, bonjour à tous à nouveau. Alors moi, j'ai commencé, alors initialement, je suis parisienne et j'habite à Bordeaux maintenant depuis 10 ans. Avant d'être dans le produit, j'ai travaillé à l'Institut français de la mode, comme vous le voyez, où j'étais un peu couteau suisse. Je faisais de l'organisation d'événements dans le secteur de la mode. Je faisais aussi, j'aidais des consultants en fait à réaliser des études de marché et je tenais aussi le site internet, le site marchand. Après, je suis arrivée à Bordeaux en 2014 et là, je me suis reconvertie pour vraiment comprendre un peu plus tout ce qui était vente sur le commerce, mais pour le B2B, vraiment, spécialisé là-dessus. Et j'ai travaillé du coup chez Sage, qui est éditeur de logiciels dans la comptabilité, la fiscalité et aussi la facturation. Je fais ça pendant 5 ans, c'était très formateur sur tout ce qui est commerce. Et après ça, j'ai décidé de partir vers de la formation linguistique plutôt, toujours dans le secteur du commerce et du B2B. Et là, c'était vraiment un produit que je vendais. C'était des cours de langue en ligne, donc un produit qui était sur une application mobile et également sur des mails qui étaient envoyés aux clients. Et c'était une toute petite équipe, donc c'était 50 personnes. Et donc, on était en lien fréquent avec un product manager, justement. Et c'est comme ça aussi que ça m'a donné envie de comprendre pourquoi, les besoins du client et aussi de me permettre de comprendre quand je faisais des entretiens utilisateurs, parce qu'on faisait tester le produit, en fait. J'avais cette casquette-là, même en tant que commercial, et j'arrivais pas à avoir vraiment une connaissance sur comment changer le produit et comment l'améliorer pour s'adapter en fait au marché et aux besoins. Donc de là, j'ai obtenu une rupture conventionnelle puisque j'avais envie de me reconvertir et j'ai trouvé la formation chez Maestro grâce à des super vidéos qu'ils font sur YouTube, qui mettent à disposition également. Et j'ai rencontré aussi des personnes qui se sont reconverties comme moi pour devenir product manager. Là, aujourd'hui, je travaille chez EBP, donc j'ai trouvé via LinkedIn, c'est eux qui m'ont contacté. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Donc, s'il y en a qui sont en recherche, en tout cas, j'ai pas eu besoin de beaucoup chercher, en tout cas, pour EBP Informatique. Ils m'ont contacté parce que, justement, j'avais travaillé chez Sage, qui est un de leurs concurrents principaux. Et du coup, ils m'avaient proposé à la base un poste de PM. Au final, on a vu ensemble qu'un poste de PO serait plus adapté du fait que j'étais encore junior sur mon profil. Et ils m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, ça va faire au mois de mai, ça fera 1 an que je travaille là-bas. Et dans mon équipe, du coup, on va y avoir une PM, un Scrum Master qui est aussi le chef de projet pour les développeurs et les techniciens qualité. Et j'ai également des proxy PO, donc qui vont être des consultantes métiers qui vont vraiment être sur le légal, puisqu'en fait, aujourd'hui, dans mon équipe, on gère 5 produits, des produits de comptabilité et de fiscalité. Et sur la partie métier, là, j'ai pas assez de connaissances. Et en soi, vu que j'ai toute l'animation de ce qui est le travail en agilité, du coup, avec le Scrum, mon Scrum Master et ma PM, on va animer les rituels de cérémonie agile. Voilà. Ok, super clair. Et peut-être tu peux nous donner un peu le contexte la culture du remote chez EBP Ouais. Informatique. Alors, la culture du remote chez EBP, il faut savoir que grâce au Covid, on va dire ça comme ça, ils se sont tous adaptés en fait à travailler de cette manière-là. Moi, dans tous les cas, c'était pas négociable que je déménage à Rambouillet, parce qu'ils sont à Rambouillet exactement. Donc, du coup, de suite, en fait, ils ont mis en place aussi un onboarding qui est très intéressant dans le sens où
on peut être dans toutes les réunions et dans tous les ateliers de chaque équipe produit. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où quand on est en remote, ils ont aussi cette particularité de communiquer en fait via le chat. Donc ils utilisent Google Chat et tout le monde se rend disponible. Vraiment en termes de. Alors, moi en soi, j'ai jamais vu aujourd'hui. C'est très rare que j'attende 24 heures pour avoir une réponse. Donc c'est aussi pour ça que ils sont très réactifs en fait sur cette partie-là. Donc le remote, ils l'ont mis en place, ils ont mis à disposition les outils pour, et, euh, et pour le moment, moi en tout cas, j'ai pas ressenti de manque sur cette partie-là. Ok. Après, oui, vas-y. Non, j'allais dire par rapport aux autres collaborateurs, est-ce que du coup il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en full remote comme toi ou... Là aujourd'hui, en fait, déjà dans mon équipe, il y a 2 développeurs qui sont en full remote, donc ils viennent que 2 jours sur site par mois. Nous, on est en sprint de 3 semaines. Donc, moi, je dois venir à chaque fin de sprint. Donc, 2 fois, normalement, c'est 2 fois 2 jours dans le mois. Après, avec mon responsable qui ne fait pas partie de l'équipe, donc qui est le responsable de tous les PO de toutes les équipes produits, il me fait entièrement confiance. Et en gros, il m'a dit que je pouvais venir 2 jours pardon, dans le mois. Donc en fin de sprint, et puis si jamais ça arrive qu'il y a un sprint, vu qu'il y a des jours, il y a des mois où il y a plus de 20 jours ouvrés, à ce moment-là, je peux aussi venir qu'une seule fois au lieu de 2. Et là-dessus, en fait, à partir du moment où j'ai vraiment, au tout début, quand j'ai commencé, je devais venir 5 jours d'affilée dans le mois, donc une semaine. Et on s'est rendu compte que c'était pas pertinent parce qu'en fait, dans mon équipe et même dans toutes les équipes produits, pour ceux qui sont sur site, ils doivent venir 2 jours sur site par semaine minimum. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'arrive en tout cas à suivre sans problème toutes les problématiques et aussi alerter si besoin. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde est très réactif et ils activent leurs notifications de chat. Donc, il ne manque plus qu'à les taguer et c'est. Et la réponse arrive rapidement. Ok, et du coup, alors juste pour bien comprendre, le rythme de 3 jours enfin le rythme pour le reste de l'équipe, c'est les mêmes journées où ils doivent être présents au bureau ou c'est chacun C'est adapté? préférable. Effectivement, ouais, C'est préférable parce que du coup, ils se voient on peut tous. voir ensemble. Ok. Et ouais, c'est comme Ouais. ça qu'ils l'ont mis en place, ouais. Ouais. Oui, donc effectivement, être au bureau et ne pas avoir son équipe, c'est un peu. Ben, voilà, au tout Ouais. début, c'était ça. Les 2 premiers mois, je venais une semaine entière, mais en fait, je voyais personne de mon équipe les Ouais. 3 premiers jours, donc c'était pas Ouais. nécessaire, en fait. Ouais. Ok, ok, super clair. Bon, j'ai un peu débordé sur des questions sur lesquelles on reviendra après, mais ça me semblait important un peu de poser ça, le contexte, dès l'introduction. Et du coup, je vais vous remettre un autre sondage pour les personnes dans le chat. Je vois un peu vos réponses que vous avez pu mettre. Ah bah super, Chana a publié. Je vois les réponses que vous avez mises dans le chat. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner, dans les situations possibles, est-ce que vous êtes POPM en recherche d'emploi? Est-ce que vous êtes déjà en remote? Est-ce que vous êtes dans une entreprise et vous voulez négocier un remote? Ou est-ce que vous êtes en reconversion sur ce rôle, voilà, pour qu'on puisse se rendre compte un peu le niveau enfin, sur lequel vous êtes déjà au courant sur ce sujet et quel niveau de problématique vous allez avoir. Et bah super, j'arrête juste le partage comme ça, on peut bien nous voir. Et donc ma première question, ça va être un peu revenir sur ton parcours avant le product et pourquoi tu es parti dans le product. On a un peu parlé en introduction, mais du coup, est-ce que tu peux nous redire, enfin nous dire pourquoi c'est le métier de PO qui t'a plu et qu'est-ce qui te plaît dans le métier de PO? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'avais le souci, enfin, j'ai toujours eu le souci de satisfaire le client, mais en fait, il me manquait ce qui pouvait vraiment changer la donne en construisant le produit le plus adéquat. Là, aujourd'hui, ce qui me plaît dans le métier de PO, c'est que je vais travailler en collaboration avec ma PM aussi. Je vais continuer de faire les entretiens utilisateurs pour vraiment être au cœur du sujet et en fait sortir des fonctionnalités qui vont être en lien avec le marché en fait. Donc ça, je le fais en tout cas avec ma PM. On essaie d'en organiser assez fréquemment.
À partir de là, moi, ce que j'aime aussi dans le métier de PO, c'est le côté opérationnel, où vraiment, j'ai créé en fait la roadmap sur l'année, qui est sur des sables mouvants, hein, je ne vais pas mentir. J'étais toute contente de l'avoir réalisée et en fait, elle n'arrête pas de changer toutes les 2 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis vraiment au plus proche de comment je peux articuler en fait les fonctionnalités qui vont être pertinentes et qui vont avoir un impact et surtout qui vont pas prendre beaucoup de temps en termes d'efforts de développement, mais qui vont avoir des quick wins en fait. Ça va être des choses comme ça. Ok, donc c'est ça vraiment qui te plaît le plus dans ce rôle de PO, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourquoi en remote? Alors, tu nous as dit un petit peu, mais pourquoi est-ce que remote, ça te correspond particulièrement? Alors, le remote, j'en faisais déjà avant d'être PO. Donc, dans ma précédente expérience chez Jinglish, où je commercialisais des cours de langue en ligne, la boîte était à Paris. Et moi, comme je vous disais, ça fait 10 ans que je suis à Bordeaux. Et du coup, j'allais sur Paris une fois toutes les 6 semaines pour justement voir mon équipe et les autres membres de l'entreprise. Et en fait, j'arrive mieux à m'organiser. Je suis beaucoup plus efficace. J'arrive à planifier et surtout à savoir synthétiser et communiquer de manière efficiente et de faire des recherches par moi-même. Donc ça, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très autonome et sociable quand il le faut. Donc sur cette partie-là, je trouvais que il faut savoir en fait bien communiquer autant à l'oral qu'à l'écrit et le remote. Après, j'ai aussi travaillé dans des espaces de coworking et ça faisait partie pour moi aussi du remote, le fait de pouvoir s'adapter et de savoir gérer son agenda sans être perturbé par le fait de ne pas voir ses collègues. En fait, ses collègues, on les voit, oui, on leur parle au quotidien, quoi qu'il arrive. Oui, ça c'était justement ma question. Bon, après, toi, tu te rends quand même pas mal sur le bureau, donc tu vois ton équipe en physique, je veux dire. Mais du coup, c'est quelque chose que tu fais régulièrement d'aller dans des espèces de coworking sur Bordeaux pour juste être entouré d'autres personnes. Alors, là, récemment, je ne l'ai pas fait parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à intégrer d'un seul coup, parce que la comptabilité et la fiscalité, ce ne sont pas des choses. Enfin, j'ai fait de la compta il y a très, très, très longtemps. Donc, j'avais vraiment besoin de me concentrer. Alors, peut-être que là, avec les beaux jours qui arrivent, il est fort probable que je puisse faire du remote ailleurs, voilà, soit dans un espace de coworking ou au bord de la plage, des choses comme ça. Ouais, c'est ça qui est hyper agréable, c'est cette liberté un peu d'aller travailler où on veut et c'est génial d'avoir la confiance de son employeur parce qu'en fait, toi, la première chose, c'est de bien se connaître, j'imagine, qui est vraiment importante, c'est de savoir justement être capable de différencier certaines missions qu'on va devoir faire chez soi au calme, vs des missions où on peut très bien aller dans un espace avec d'autres personnes, enfin des tâches où on peut très bien aller dans un espace qui sera plus bruyant, etc. Donc, je ne sais pas si, par exemple, est-ce que tu organises ton agenda quand tu sais que tu vas te rendre à ton bureau? Alors, j'imagine que tu as pas mal de réunions pour voir et discuter avec les autres collaborateurs. Mais est-ce que même il y a des tâches ou des missions que tu vas garder pour ce moment-là parce que tu sais que c'est des missions que tu peux faire quand tu es à ton bureau et qu'il y a du bruit autour, vs des missions où tu seras plus au calme chez toi. Et du coup, en fait, je ne sais pas si ma question était claire parce qu'elle était super longue, mais c'est être capable. Non, j'ai compris en fait ce que tu voulais dire. En fait, tu vas avoir des moments de concentration. Alors, je ne sais pas si tout le monde utilise la Google Suite. Sur son agenda, on peut mettre pour éviter qu'on nous cale des réunions, on peut mettre des moments de concentration. Et c'est dans ces moments-là où je vais faire de la veille, où je vais produire aussi. Donc, je vais travailler sur répondre à des emails qui sont là depuis un petit moment, où j'ai d'autres équipes qui me demandent ça où ça en est, aller faire des recherches et aussi continuer de me former sur mes produits, mine de rien, parce que ça aussi, on a besoin de ces temps de concentration pour se dire que voilà, quand on n'a pas beaucoup de bruit autour de nous, c'est bien de ne pas être sollicité et de pouvoir travailler là-dessus. Donc c'est plus dans ces moments-là où voilà, je préfère les faire quand je suis seule.
Mm. Ok. Ok, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire, qui est vraiment sur comment devenir PO en remote. Et la première question, c'est est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver un premier poste de PO en remote? Alors, je ne vais pas dire que compliqué, c'était le terme le plus approprié. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'offres en remote, que ce soit pour PM ou PO. Après, tout dépend bien évidemment de l'activité et du secteur dans lequel on veut être. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout de suite filtré en fait par rapport aux conditions par rapport aux conditions que je voulais pour bien travailler. J'ai posé quand même pas mal de questions aussi sur l'onboarding, comment ça allait se passer, pour me sentir rassurée aussi sur le fait de pas se retrouver toute seule livrée à soi-même, parce que ça peut être inquiétant. Mais en soi, ça se fait bien. Enfin, franchement, j'ai pas en tout cas toutes les offres d'emploi pour lesquelles j'ai postulé ou même où on m'a sollicité, je savais que c'était bien borné en tout cas. Et est-ce que tu candidatais à des offres qui ne mentionnaient pas être en full remote, mais tu Non, candidatais quand même? Non, pas du tout. non, Ok. non. Franchement, j'avais pas envie de me trouver dans une situation où on me demande de déménager ou quoi aux caisses. Enfin, je pense qu'il y a tellement d'offres où justement ils proposent déjà du full remote que je trouve pas ça nécessaire. Enfin, en fait, c'est pas se générer des problèmes, mais en vrai, c'est déjà compliqué quand on est dans ce mode de recherche d'emploi. Si en plus on se rajoute ça, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je sais que je le conseillerais pas. Ok. Euh, et oui, pour revenir un peu, du coup, quand on veut devenir PO en remote, par rapport justement à cet aspect de bien se connaître et savoir comment on travaille, c'est quoi, on en a parlé un petit peu, mais c'est quoi pour toi le top des caractéristiques ou des traits de personnalité qui fonctionnent bien avec un rythme comme le tien, pour reprendre un petit peu? Faut être discipliné un minimum. Donc, je pense que clairement, faut avoir un rythme de travail, il faut faire des pauses aussi, c'est important. Parce que quand on est chez soi, on a souvent tendance à rester derrière son écran et à lever la tête et se rendre compte qu'il est midi. Moi, ça m'arrivait au tout début. Donc là, maintenant, je sais que je fais des pauses, même si j'ai pas mal de réunions dans la journée, je fais des pauses. Et puis après, encore une fois, communiquer un maximum, quoi. Dès qu'on comprend pas quelque chose, il faut pas rester dans le flou. Alors, faut aller chercher. Alors, enfin, bien évidemment, on n'a pas. Moi, dans notre entreprise, on est près de 600 collaborateurs. Donc après, les personnes à qui on peut poser des questions et il faut pas hésiter en fait à les solliciter parce que eux-mêmes ils sont contents d'aider. Donc les personnes qui sont plus à même d'aider ou de dire va demander plutôt à cette personne-là, faut bien formuler ces questions aussi pour éviter de faire perdre du temps, que ce soit pour soi ou même pour les personnes en face à qui on pose la question. Il faut avoir une bonne communication écrite, quoi. Ouais. Ok. On a une question de Ophélie dans le chat qui demande où est-ce que tu as trouvé toutes ces annonces POPM en remote? Est-ce que c'est directement sur Welcome to the Jungle, LinkedIn, Indeed? Oui, ça, c'était principalement sur Welcome to the Jungle. À l'APEC aussi, j'avais trouvé des offres. Le Salon French Tech, donc il y en a un à Bordeaux et il y en a un à Paris. Après, il y a eu les job dating de la formation Maestro, où j'ai passé plusieurs étapes avec une boîte. Où je suis arrivée à la dernière étape d'ailleurs. Et après, ouais, principalement ça en fait. Et LinkedIn, bien sûr. Voilà. Ok. Euh, Ophélie dit merci, donc je pense que ça répond bien à la question. On avait une question aussi de Dorian qui était par rapport à la documentation, du coup, pour avoir l'information en interne. Comment vous gérez la doc et l'asynchrone dans votre équipe produit? La doc et l'insynchro. Ah ouais. On essaye de mettre à jour assez régulièrement. Alors parfois, c'est
c'est pas hyper simple, mais on fait des petites piqûres de rappel assez régulières. Moi, je vérifie vraiment très souvent pour que tout soit à jour. Alors après, parfois, il y a des choses qui vont pas être à jour, mais du coup, on se cale des moments un peu plus tard dans le mois où on se cale une heure où on dit, bon, bah, ça, on met à jour, ça, on met à jour, ça, on met à jour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est des choses que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps et que j'essaie de tenir. Mais bon, c'est pas évident parce qu'on a tellement plein de sujets en parallèle et en transverse. On essaye un maximum de mettre à jour parce qu'en plus, on a eu des changements de membres de l'équipe. Donc forcément, quand on a des changements avec des juniors, des seniors, les seniors, ils vont avoir la connaissance. Donc forcément, bah, ils vont le partager comme ça parce qu'on en parle. Mais après, sur les crises, c'est pas forcément mis à jour. Donc ça, on essaie de plus en plus de le mettre à jour. Ok. Et par rapport à ça, je pense, ça me fait penser du coup quand tu es arrivé, que tu as rejoint l'équipe, cette doc, elle Mm. était déjà existante, tu avais déjà beaucoup de choses pour te nourrir et du coup, c'est ça qui t'a permis de bien prendre en main ton rôle? Alors, il y avait des choses déjà existantes qui ont été réalisées par mon manager, qui lui a créé un site Google où il a répertorié tous les éléments qui vont être en lien avec ma prise de poste. Et encore aujourd'hui, que je consulte, où dedans, il va y avoir le lexique eubépien, donc c'est-à-dire un lexique où dedans, il y a tellement d'acronymes et de termes. Quand je suis arrivée, je ne comprenais quasiment rien. Et du coup, ce lexique m'a permis de comprendre dans telle ou telle réunion, on parlait de ça, parce que parfois, il va y avoir un mot qui veut dire cette chose-là, et dans une autre équipe, ça veut dire quelque chose de différent. Donc même ce lexique-là, moi-même, j'y ai accès pour l'alimenter au fur et à mesure. Et après, en fait, ça, on le met à disposition de toutes les personnes qui rentrent chez EBP. Ok, trop bien. Donc ça, c'est le gros doc d'onboarding. C'est ça. On a une question de Adidjatou, j'espère que je n'écorche pas ton prénom, excuse-moi, qui te demande combien de temps tu as mis pour trouver ton emploi. Alors, j'ai fini Maestro mi-mars. Donc EVP m'avait déjà contacté une semaine avant la fin, parce qu'en fait, on avait mis à jour nos profils LinkedIn grâce à la formation Maestro. Et donc, ils m'ont contacté et j'avais ma promesse d'embauche à la fin du mois de mars. Ok. Donc après, j'ai commencé à travailler. Bon, j'ai négocié pour commencer mi-mai, puisque j'avais besoin de prendre un mois de... Je souffle un peu. Ah, merci. Ah, bravo. Et donc voilà. Ok, donc hyper rapide, ouais. Et on a une question de Maxime sur les outils. Alors, c'était une de mes questions plus tard, mais on va la prendre maintenant. Quels outils utilisez-vous pour la gestion du cycle de vie produit? Et ont-ils été mis en place du fait que certaines personnes sont en remote? S'il n'y avait pas eu de remote, est-ce que ça aurait été fait différemment peut-être? Alors moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà Azure DevOps de Microsoft. Donc c'est comme ça qu'on gère le produit, que ce soit côté métier ou côté développeur. Donc quand je dis métier, c'est pour les proxy PO et moi-même, où on va créer des initiatives. Donc les initiatives, ça va être des idées de fonctionnalités et on voit si oui ou non, on étudie pour voir si ça peut sortir. Et à partir de ce moment-là, après, ça passe côté backlog. Et là, on va les articuler dans nos sprints, si on les met dans nos sprints ou pas, et à quel moment ça va sortir. Donc ça, c'était déjà mis en place avant que j'arrive. Et avant ça, je sais qu'ils utilisaient un autre outil, mais j'avoue, je ne connais pas le nom, donc je ne pourrais pas dire. Mais ça fait déjà bien... il me semble que ça doit faire 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, qu'ils ont mis en place ce DevOps. Ok. N'hésite pas à nous dire, Maxime, si ça répond à ta question ou si tu as d'autres questions peut-être par rapport à ton contexte, si c'est quelque chose de spécifique. Et du coup, moi, je voulais revenir parce que donc toi, tu as directement postulé, enfin, tu as directement une opportunité avec une entreprise où le remote, c'était OK et compatible. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui nous écoutent, qui ont une entreprise en tête et qui veulent rejoindre et qui ont besoin d'un peu muscler leur argumentaire pour justement pouvoir prendre leur rôle en remote?
Les conseils à donner, en tout cas, moi je pense qu'il faut jouer aussi sur ses qualités humaines dans le sens où bah, tu sais ce que tu vaux, dans le sens où si tu sais que tu es plus efficace quand tu travailles seul, entre guillemets, parce que il y a un peu de ça aussi, il faut arriver à montrer que tu sais fédérer même si tu es à distance, dans le sens où déjà, du fait de travailler en agilité, moi je donne mon exemple personnel, tous les jours je vois mon équipe, tous les jours on a des points quotidien où on va se dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc ça fait partie de l'agilité, c'est les délits. Après, quand on a des questions et que on a du mal en fait à les formuler à l'écrit, il faut être prise d'initiative et direct envoyer est-ce que tu es dispo 2 minutes pour un meet. Donc c'est des choses qu'on peut proposer comme ça en se disant moi je sais que je peux travailler en remote parce que j'ai appris à communiquer de cette manière-là et que j'ai pas envie de rester coincé sur un sujet. Ou sinon, il y a aussi cette partie de se dire quand je suis en remote et que je suis en phase d'observation, je vais me noter toutes les questions que j'ai et je vais prendre un moment pour parler à telle ou telle personne pour qu'elle puisse être vraiment disponible pour moi et pas polluer en fait la réunion qui est en train d'avoir lieu. Et ça fait partie justement des choses où on va laisser le cycle de l'organisation en cours et qu'après on va prendre le temps de revenir sur tel ou tel élément. Et il faut prendre des notes absolument. Enfin, c'est le genre de choses où moi je sais que je me prends beaucoup de notes et qu'après je les partage. Et c'est comme ça aussi qu'on se crée des comptes rendus et qu'on arrive à avoir un historique très précis de ce qu'on a fait. Parce que genre il y a 6 mois, je peux pas forcément me souvenir de tout. Donc faut alimenter sa propre doc aussi, et ça fait partie des éléments où moi je pense que si et il y a aussi un truc qui est hyper important quand on est en remote et qu'on veut montrer que justement on peut bosser en remote, faut pas hésiter à demander à enregistrer les réunions ou les ateliers. Comme ça, quand on a un peu de temps, on a des moments de concentration, on peut revenir dessus. Moi, c'est les choses que j'ai mis en place tout de suite pour moi-même et je pose la question, évidemment, si tout le monde est OK pour que j'enregistre. Et c'est comme ça que ça me permet aussi de revoir des choses que j'ai pas forcément compris et qu'après, je peux poser des questions plus tard. Donc, voilà. Ok, super On a des intéressant. outils qui sont faits pour ça, donc autant les utiliser jusqu'au bout, je pense. Ouais. Je vous mets dans le chat un lien vers une ressource qui est assez en lien avec ce que tu expliques sur la prise de notes, justement, qui est un autre alumni, Maestro, Kevin C, d'une des premières promotions full-time, qui a fait un article et qui a écrit un peu des templates sur justement la prise de notes en meeting. Parce qu'en fait, c'est une compétence hyper importante et que ça aide bien à derrière pouvoir intégrer, comprendre, communiquer aussi en interne quand on est en full remote ou pas d'ailleurs. Mais du coup, ça peut vous donner un peu ça peut vous intéresser sur cet aspect-là. On n'a que quelques questions qui sont plus par rapport directement au rôle de PO. On a une question de Alessandro qui dit: Je remarque toujours une différence non négligeable entre la fourchette de salaire proposée sur site vs en remote. Est-ce que c'est le cas chez EBP aussi? Et une deuxième question qui est plus large: quelle différence entre PM et PO chez EBP? Alors, la fourchette de salaire proposée sur site vs en remote, je pourrais pas répondre à cette question. Enfin, c'est pas une question, mais si, est-ce le cas chez EBP aussi? J'en ai aucune idée. Je sais absolument pas si les personnes qui sont sur site ou en remote touchent la même chose ou pas. Je pourrais pas dire. La différence entre PO et PM chez EBP, c'est que le PO, ça va être plus sur de l'opérationnel, la gestion de la roadmap, tout ce qui est à court terme. Et le PM, ça va être vraiment une vision plus globale avec les grands jalons du produit et qui va plus animer des réunions avec les parties prenantes. Moi, les parties prenantes, je vais les voir plus pour mes sprint review, donc pour expliquer ce que l'équipe a développé pendant les 3 semaines de sprint qu'on a eues. Ça va être là la plus grosse différence. Parce que le PM ne va pas gérer tout ce qui est backlog. Ok, très clair. Dis-nous, Alessandro, si ça répond à ta deuxième question, du coup.
Si tu veux des infos, je suis pas sûre à 100%, mais peut-être que dans le rapport de LPC, la Product Conf, il y avait peut-être des infos sur les différences salariales entre du full remote et du présentiel. Bon, ça ne sera pas appliqué spécifiquement à EBP, mais ça peut t'intéresser si c'est des infos que tu recherches. On avait une question de Louis. As-tu des connaissances en développement et comment se fait la communication avec le CTO, CPO, voire le lead dev? Alors, les connaissances en développement, j'en avais très peu. J'en ai eu un peu plus en faisant la formation, en suivant la formation Maestro. Après, ma culture personnelle aussi, voilà, j'ai essayé d'entretenir un petit peu de faibles connaissances. La communication avec le CPO, le CTO. Alors, du coup, je pense que moi, ça correspond dans mon équipe. On n'a pas de lead dev, mais on a notre Scrum Master qui est aussi le chef de projet informatique, qui va être le manager des testeurs qualité et des développeurs au sein de mon équipe. Et en fait, c'est avec lui que je vais plus souvent communiquer, parce qu'on est limite un binôme. En fait, on prend les décisions ensemble. Et c'est lui qui va plutôt me décortiquer quand il y a des choses très techniques. Là, on est beaucoup sur les API parce qu'on veut ouvrir nos logiciels. Donc, on a aussi une équipe qui est vraiment dédiée à ça. Et sur cette partie-là, je pose au taquet de questions parce que sinon, je peux être larguée. Après, je vais aller regarder. Enfin, Google est ton ami, hein, clairement. S'il y a des choses que tu comprends pas, ou en tout cas, si c'est pas hyper clair, on fait beaucoup de schémas pour bien comprendre quels sont les différents termes utilisés. Ça fait aussi partie d'une bonne communication pour mieux comprendre ce qu'on fait, en fait. C'est surtout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin de comprendre ce que je fais. Donc, peut-être que parfois, j'ai pas forcément besoin d'avoir des connaissances très pointues en développement, mais pour mieux comprendre aussi ce que les devs font, on schématise un maximum pour être plus à même de répondre à telle ou telle fonctionnalité. Ok, super clair. Dis-nous, Louis, si ça répond à ta question. Sinon, je me permets de vous partager, justement, t'en parlais là, une formation qui a été faite par Maestro, qui est en full e-learning sur 8 heures et en fait qui reprend justement l'enseignement que tu as eu, toi, Christelle, chez Maestro. Avec l'intervenant Stanislas Amsalem, je ne sais pas si tu t'en rappelles aussi, mais du coup, il a fait un programme e-learning spécifique pour les PMPO et pour avoir toutes les bases de ce qu'il faut savoir sur la tech pour être à l'aise dans le fonctionnement avec les devs. Donc, ça peut peut-être te donner un petit peu des insights si tu veux jeter un coup d'œil. Mais top, Louis dit merci, donc je pense que ça a bien répondu à sa question. On a pas mal de questions, donc je continue de les prendre. Aurélien qui demande sur la partie prise de notes, utilises-tu des outils pour retrouver dans les 2 heures de réunion la partie qui t'intéresse ou utilises-tu ta patience à parcourir le player? Ah, quand tu vas chercher une information spécifique dans une réunion qui a eu lieu. Ma patience. Oui, non, c'est ma patience, là, clairement. Après, les réunions, c'est rare qu'elles durent 2 heures, hein, en vrai. On essaie de faire des réunions, le plus long format, c'est 1 heure. Et on essaye justement, parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui revient, c'est que on a la rayonnite aiguë, si on peut dire ça comme ça. Donc, on essaie de limiter au maximum les réunions, ou en tout cas de faire des réunions avec des formats d'une demi-heure, 3/4 d'heure, pour que tout le monde reste concentré aussi. Hein. Parce que dès que ça dépasse 1 heure, franchement, c'est assez dense, quoi. Ouais, carrément. Je suis bien d'accord avec ça et c'est difficile de parfois s'en empêcher quand on arrive dans une entreprise qui a l'habitude d'avoir des très longues réunions. Ça peut être super difficile de rester accroché pendant tout le long.
J'avais une question par rapport à ta charge de travail. Est-ce que être en full remote, alors tu donnais tout à l'heure pas mal de conseils sur comment s'imposer de faire des pauses, ce type de choses. Est-ce que tu as d'autres conseils pour arriver à gérer la charge de travail ou parfois quand on a beaucoup de travail, en fait, comme le travail est chez nous, ça peut être encore plus stressant, angoissant peut-être. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça, des choses à mettre en place pour trouver un bon rythme? Il faut prioriser un maximum. Alors déjà qu'on priorise nos fonctionnalités, il faut prioriser aussi les choses qu'on a à faire. Là, par exemple, j'ai repris le travail, j'étais en congé, j'ai repris le travail aujourd'hui, j'avais 57 mails et j'avais 4 réunions dans la matinée. Donc, du coup, Et en webinaire. Ouais. voilà, je suis revenue de congé, c'est génial. Du coup, faut se caler des moments où on se dit, bah là, on va faire ces mails. Là, après, on va assister aux réunions, on va être là à 100%. Il y a des réunions, si je sais que je dois être en facultatif, bah, je n'y vais pas, tout simplement. Parce que je peux pas assister à toutes les réunions. Si je sens que je vais pas avoir de valeur ajoutée, bah, ça sert à rien. Après, s'il y a des réunions où j'assiste, mais sans participer, c'est parce qu'il faut quand même que je sois au courant de ce qui se passe. C'est assez difficile après à mettre en place cette subtilité, mais c'est quand même, voilà, il faut savoir faut apprendre en tout cas à faire ce distinguo-là. Et après, moi, le fait de faire des pauses, donc ça m'aide aussi la matinée de faire une pause, l'après-midi aussi. Par contre, quand je sais que c'est la fin, je termine vers 17h, 17h30. Bon, après, ça, c'est parce que je commence tôt aussi. Par contre, j'éteins mon ordinateur et EVP et dans l'ordinateur. Je ne rouvre pas mon ordinateur. Je sais que ça, c'est hyper important d'avoir un rythme où ta vie personnelle ne doit pas être parasitée par ta vie professionnelle. Et je trouve que justement, avec le remote, c'est facile justement d'éteindre l'ordinateur et de faire autre chose, tout simplement. Alors après, je sais qu'il y a d'autres personnes où, pour le coup, vont être plus tentées de laisser l'ordinateur allumé, mais moi, j'ai un point d'ordre à éteindre vraiment physiquement l'ordinateur. Ok. Ok. Et du coup, un peu même question, enfin, sur la partie plus moment informel avec les équipes. Alors, on a vu pendant le Covid fleurir beaucoup d'apéros virtuels. Est-ce qu'il y a des petits tips comme ça, ou même juste de prendre 10 minutes pour faire une pause café avec un collaborateur, etc. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu mets en place, toi, dans ton quotidien, pour avoir aussi des moments un peu informels pour discuter avec tes collègues? Alors, pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de le mettre ça en place parce que on a énormément de travail. En fait, en ce moment, on est en période fiscale. Donc, du coup, la période fiscale veut dire qu'on a des sorties de produits légales qui doivent être mises à disposition de nos clients. Donc, du coup, on n'a pas le temps de se poser et de passer 5-10 minutes à boire un café. Enfin, moi, j'ai des points hebdomadaires avec mes proxy PO et mon Scrum et ma PM. Donc, ça dure 1 heure où on va parler de nos sujets, de ce qu'on a fait dans la semaine, mais aussi à ces moments-là où on va avoir un petit peu d'informel, où on va se raconter un petit peu nos vies, mais ça reste quand même assez minime. Après, je pense que quand on va sortir de cette période fiscale, on verra comment on pourra mettre ça en place peut-être. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'en ressens pas vraiment le besoin. Et après, on a à chaque fin de sprint, on a notre rétro. Et c'est à ce moment-là aussi où on se lâche et on dit les choses, que même si c'est en lien avec le travail, il y a aussi d'autres choses qui sont informelles qui sortent à ce moment-là. Ok, super clair. Et j'avais une question aussi sur la mesure de la performance. Comment est-ce que tu mesures la perf de l'équipe en travaillant à distance? Comment est-ce que tu ajustes l'approche pour atteindre les objectifs, la qualité des résultats et le suivi des délais un petit peu? Bah ça, c'est en constant perpétuel changement. Enfin, en tout cas, c'est en construction. Voilà. Okay. Parce que justement, on a eu des changements de membres de l'équipe. Il y a des personnes qui sont parties, il y en a qui sont arrivées. Donc, en termes de performance, on va dire que vu qu'on a des profils plus seniors et des juniors, bah, on peut pas encore jauger vraiment
la mesure de la performance. Tout ce que je sais, c'est que d'un point de vue, je sais en fait telle personne sur qui je peux m'appuyer pour que ça aille plus vite ou que j'ai plus d'explications en fait sur certains sujets que je maîtrise pas du tout. Donc ça c'est des éléments clés en fait dans l'équipe et c'est très intéressant de les avoir avec nous. Mais là on a encore une équipe entre guillemets jeune dans le sens où moi je suis nouvelle et il y a 2 devs nouveaux qui sont arrivés aussi dans l'équipe. Donc et après dans les membres de l'équipe, il y en a aussi qui sont arrivés au cours de l'année, qui ont changé de poste en fait, qui sont passés de technicien à l'assistance technique à testeur qualité. Donc ils prennent des nouvelles fonctions. Donc forcément, on fait avec quoi. Donc pour le moment, mesurer la performance, c'est un peu tôt. Je pense que l'année prochaine, on sera un peu plus rodé et ce sera plus facile de le dire. Ok. Et aussi, tu nous parlais tout à l'heure du coup que c'était toi qui avais défini la roadmap. Oui. Donc comment est-ce que tu priorises les fonctionnalités produits sur lesquelles vous allez avancer? Et surtout, du coup, tu peux nous redonner comment vous vous organisez, enfin comment tu t'organises pour t'assurer que tous les membres de l'équipe travaillent sur les éléments les plus importants, enfin que tout le monde ait le même objectif à court terme, quoi. Alors, faut savoir donc la roadmap, j'ai pu la constituer grâce à des retours verbatim entretien utilisateur et également en interne. On a plusieurs services, donc de la consultation avant-vente. On va avoir aussi des partenaires, parce qu'en fait, EBP fait de la vente indirecte. Donc, eux, ces partenaires qui vont vendre nos produits vont aussi avoir des retours clients qu'on ne va pas forcément avoir en direct. Donc, c'est comme ça que j'ai pu constituer la roadmap et les éléments, en fait, qui ont été votés en interne. Donc, j'ai organisé un vote sur plusieurs items. À partir de là, en termes de priorisation et de prise de décision, je les ai pas prises toutes seules. Donc, j'ai compilé toutes les informations. On a défini, enfin, les votes ont été lancés. Et de là, après, à partir de là, ma PM et le Scrum Master, à tous les 3, on s'est dit, bon, alors, en fonction du marché, ce qui doit sortir, de ce qui est attendu en interne, de ce qui est attendu par les clients, et aussi en fonction des personnes qu'on a dans notre équipe qui vont pouvoir réaliser et développer et tester, il faut qu'on sorte, encore une fois, les fonctionnalités qui auront le plus d'impact et le moins d'efforts à réaliser. Là, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne parce qu'on a tellement de sujets qu'on peut pas... Et on a aussi beaucoup de légal. Donc, on a du légal et quand on a du légal, on est obligé de le sortir. Donc, on fait en fonction de tout ça. Et après, on priorise avec des P1, P2, P3 et après avec des dates, soit trimestrielles ou soit on se dit vraiment ça va être pour l'année prochaine. Et encore une fois, on est régi par les sorties légales. Ok. Je prends une dernière question dans le chat et après on passera à la partie plus challenge et les difficultés. Comment interviennent la partie design, les UX, product designer, etc. Alors là, aujourd'hui, donc moi, je suis sur des produits existants. Cependant, on a la facture électronique qui est un sujet qui va sortir en 2024 pour toutes les entreprises françaises. Donc, on va passer tous sur des factures pour éviter la fraude, en fait. Donc, on va avoir tous des formats électroniques. Cette partie-là, on doit intégrer dans nos produits existants un outil qui s'appelle la facture électronique et on travaille avec les UX, UI sur cet outil. Donc, on fait des ateliers actuellement avec les proxy PO, les PO et les UX UI. Donc, les proxy PO vont créer des maquettes et après, les UX UI vont repasser dessus pour faire quelque chose qui est cohérent avec les produits de demain. Parce que là, aujourd'hui, nos maquettes, les proxy PO, elles vont faire ça sur Paint et puis après, on va utiliser Figma pour faire des ateliers avec les UX UI. Donc ça, c'est tout récent. Ça va faire bientôt 2 mois, quelque chose comme ça, qu'on est sur Figma pour travailler avec les UX UI. Ok, super clair. Dis-nous si ça répond bien à ta question, Louis. Sur la partie challenge, est-ce qu'il y a des missions qui ont été compliquées à réaliser du fait que tu sois en remote?
ou d'autres missions où justement ça t'a avantagé. Est-ce que tu as un peu des exemples de ça? Alors, là où ça a été challengeant et compliqué, c'est de connaître et apprendre les fonctionnalités de tous mes produits que je gère. Là, sur cette partie, il y a beaucoup d'informations et en fait, il faut en même temps connaître le produit, il faut connaître les points faibles du produit. Et sur cette partie-là, donc, j'ai demandé à être formée, hein, bien évidemment. Donc, il y a un centre de formation interne à EBP où j'ai pu caler des demi-journées avec des formateurs. Mais c'était pas évident en fait de mettre ça en place en plus des autres activités que j'avais en tant que PO. Donc ça, c'était assez dur. Et même encore aujourd'hui, j'ai encore des lacunes sur mon produit, mais je continue d'apprendre, donc je prends du temps pour le faire. Et l'autre partie, c'est de se faire solliciter par plusieurs parties prenantes et de leur apporter des réponses qui, là, pour le coup, on n'a pas forcément les réponses tout de suite, donc il faut aller chercher. Faut limite se mettre un peu en mode enquêteur pour apporter les réponses aux parties prenantes. Ok, super clair. Je pense là-dessus, je voudrais vous partager une ressource que je trouve hyper propice là-dessus, le fait d'être beaucoup sollicité, etc. On est pas mal revenu sur les moyens de communiquer en interne qui sont élémentaires quand on fait du full remote, de bien se connaître, voilà, comment se contacter, quand se contacter, quel canal est le mieux, etc. C'est une ressource qui s'appelle le manuel d'équipe. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais du coup, c'est un peu une page. Bon, nous, on le fait sur Notion, mais en vrai, ça peut être fait sur n'importe quoi. Avec une page par collaborateur, collaboratrice de l'entreprise. Et en fait, à chaque fois, il y a une dizaine de questions sur quand est-ce que c'est le mieux, enfin, quels sont tes moments de focus et du coup, quand est-ce qu'il faut éviter de te contacter, c'est quoi le mieux pour te contacter par email, par Slack, par téléphone, etc. Il y a aussi des questions sur comment te donner du feedback, etc. Et en fait, je pense que c'est vachement en lien un peu avec tout ce qu'on s'est dit sur la partie bien communiquer en interne. C'est savoir comment les autres fonctionnent aussi pour pouvoir voilà, ne blesser personne. Et surtout, quand tu es au courant, c'est facile d'adapter un petit peu ta manière d'échanger avec une personne. Pour que ça lui corresponde aussi. Donc, je vous partage ça parce que ça peut vous intéresser. Et j'ai une dernière question et ensuite, on en a une autre dans le chat. Ma question, c'est plutôt, est-ce que le full remote là que tu as, c'est ce que tu imaginais et est-ce que ça te plaît toujours autant? Oui, c'est exactement ce que je voulais. Bon, après, j'ai des conditions particulières dans le sens où j'avais envie de venir sur site, pas tout le temps, mais une fois par mois. Donc, ce qui est mon cas, hein, quasiment. Parce que j'ai de la famille qui est à Paris, donc ça me permet d'en profiter pour aller les voir. Et en fait, le fait de bosser de chez moi, moi, c'est juste parfait, quoi. Enfin, je sais que j'arrive à vraiment avancer sur des sujets et je m'ennuie jamais. J'ai toujours 50 000 sujets en même temps. Alors après, il faut peut-être, si on a peur de ça, d'avoir trop de choses en même temps au début, je me sentais un peu noyée, j'avais un peu peur. Et au fur et à mesure que j'apprends et que voilà que j'arrive à récupérer telle ou telle information, je les intègre. Et pour ça, moi, je sais que le remote, ça fait partie de mon équilibre de vie aujourd'hui. Ok, bon, trop bien. Et on avait une dernière question de Marina qui demande comment t'intègres-tu dans une team en mode safe? Mais alors, je sais pas si du coup. Alors, on n'utilise pas. Alors, le safe, moi, je connais juste deux noms. Ouais. Et du coup, on n'utilise pas chez nous. Enfin, pas chez EBP en tout cas. Ok. Et du coup, dernière question sur la minute carrière. Est-ce que vous recrutez en ce moment chez EBP du coup? Alors, je pense pas. Je pense qu'en fait, il y a ils ont recruté des PM et des PO, mais c'était plus l'année dernière. Je sais qu'ils recrutent, hein, mais de là à dire que c'est des postes de PM-PO, je pense pas. Il faudrait aller regarder sur leur Ok. site LinkedIn et LinkedIn, pardon. Ok, parce que oui, du coup, les offres sont majoritairement sur LinkedIn. Donc, c'est vrai Ouais. qu'il faut aller jeter un coup d'œil. Ok, ça marche. Et bah, super clair. Je ne sais pas s'il vous reste des questions dans le chat. Ah bah, Louis et UX designer alternance. Alors, je sais que dans l'équipe UX/UI, ils recherchaient, donc faut voir. En alternance, pourquoi pas. Faudrait.
je peux demander au manager des UXI. Je peux lui Voilà. demander. Ah bah, j'en profite, pardon. Je vais mettre le lien vers ton LinkedIn dans le chat si ça te va. Oui, bien sûr. Les personnes qui souhaitent. Bah, n'hésite pas à m'envoyer un message, Louis. Comme ça, je te demanderai. Et Clémence, combien peut-on prétendre en tant que PM junior, débutant, pardon? J'ai peur. Bah, ça dépend après de là où elle se trouve, en fonction de. Je sais pas trop. Enfin, là, moi, je sais que en tant que junior, j'avais demandé 50 pour commencer. Et au final, vu que j'ai eu un poste de PO qui, pour EBP en tout cas, est moins important, j'ai commencé à 45. Et après, j'ai déjà eu des augmentations. Donc, j'ai déjà eu deux augmentations depuis que j'ai commencé. Ok, donc ça a augmenté assez vite. Clémence, je te mets un lien dans le chat vers un article, une fiche métier sur le rôle de PM, où tu pourras voir, il y a des détails justement sur les salaires d'entrée. Mais trop bien, et ben écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, on va pouvoir un peu clôturer ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup, Christelle, parce que c'était très chouette d'avoir un peu ton retour d'expérience. Et en plus, c'est un rythme qui a l'air de vraiment super bien te correspondre. Donc, ça fait très plaisir de voir que aujourd'hui, c'est plus accepté, c'est plus possible justement d'avoir un rythme de full remote et que l'entreprise s'adapte plus au mode de fonctionnement de chacun. Et puis d'avoir eu pas mal de tips assez concrets sur ton organisation quotidienne, sur tes moyens de communiquer, etc. D'avoir des tips pour ceux qui nous écoutent, qui souhaitent aussi se lancer avec ce rythme-là. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat, on aime bien à chaque fin de Maestrix savoir votre retour sur le webinaire pour savoir si effectivement on a répondu aux questions que vous aviez en arrivant ou si au contraire vous avez beaucoup de questions en suspens. Et pour ça, vous pouvez nous mettre une petite note de 0 à 5. Voilà, tu ne savais pas, mais il y a une éval à la fin, Christelle. Non, je sais, t'inquiète, je connais les rôtis. Du coup, voilà, dire de 0 à 5 si ça a bien répondu à vos attentes en vous connectant avec nous aujourd'hui, puis surtout nous dire ce qui vous a manqué. Peut-être ça pourrait être le sujet d'un prochain Maestrix, ou peut-être qu'il y a des questions qui vous restent en suspens, on peut encore les poser à Christelle, puisqu'il nous reste 1 ou 2 minutes. Mais je vois qu'a priori, c'est plutôt des 5 qui tombent, donc c'est chouette. Ça veut dire que la mission est bien remplie. En tout cas, de notre côté, on vous envoie un petit mail récap dans l'après-midi avec les notions clés et les choses à retenir de cet échange avec Christelle. On vous enverra aussi le lien vers le replay si vous voulez revisionner tout et reprendre les moments clés. Et on vous partagera aussi les ressources. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient été mises aussi dans le chat par des participants, donc on aura tout dans le mail récap. Écoutez, si c'est tout bon, ouais, tout le monde qui dit merci, top. Merci. Bon, merci beaucoup, Christelle, d'avoir fait ce Maestrix. C'est encore mieux quand c'est des alumni, moi j'adore, donc c'est très chouette de devoir revenir et prendre le mic des Maestrix. Et merci à tous ceux qui se sont connectés avec nous pendant la pause déj. Comme je vous ai dit, Maestrix mardi prochain sur les specs avec Jonathan. Ça va être cool, donc si vous voulez vous connecter aussi, vous êtes les bienvenus. Et très bonne après-midi à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bye. Ciao.